Alors, comment... Donc, bienvenue à la revue de projet EasyMesure numéro 2, qu'on a appelé produit minimal viable. Ouais, donc, vous avez ici le plan de la sprint que vous avez reçu par mail. On a découpé cette sprint en 3 parties. Une partie sur analogie, une partie pour EasyPart et une partie EasyMesure, histoire de, on mettra EasyMesure à la fin, histoire de garder le dessert pour la fin. Et Yannick vous présentera donc le MVP et nous fera une petite démo pour EasyMesure. Et donc maintenant je vais laisser la parole à Frédéric qui va parler de la partie analogique. Alors, je vais parler du Trello et d'analogie. Donc, on a créé une nouvelle colonne en 12, c'est la colonne congélation, où on a fait un déplacement à grande échelle des plateformes qui étaient en 1, qui étaient assez statiques depuis plusieurs mois. Et donc, on vous a envoyé un courrier justement vous expliquer pourquoi on l'avait fait et pour vous permettre par la suite de repositionner ces plateformes en 2 quand vous ferez des nouvelles analyses. Et puis, je vais aussi normalisation des étiquettes dans le Trello. Donc, on a convenu d'un nouveau mode d'étiquetage, justement, différencier les étiquettes des établissements. Donc, les étiquettes des établissements, je sais pas, donc reste elles ont été mentionnées. En revanche, les qualifiants, donc on a déterminé en anglais. Donc, par exemple, le certificat human ou certificat publisher, donc pour la certification de la plateforme. Et puis aussi AS, 2 points, donc c'est un peu la norme qui est utilisée dans Trello, GitHub, et puis aussi on l'a vu dans Kibana, on en parlera plus tard. Et donc à chaque fois on met les 2 points, donc AS, 2 points, et par exemple PKB, quand il y a l'ajout d'une PKB, déconne quand il y a l'utilisation de la base, ou DOI quand la plateforme. Donc, cette nouvelle norme va permettre d'utiliser un script dans Google Doc pour faire des comptages spécifiques. Et Abdel vous en parlera tout à l'heure, notamment pour ISPEX. Et donc, par rapport à vos étiquettes de certification, certificat 2.human et certificat 2.publisher, ces 2 étiquettes vont servir pour la suite de ce que je vais présenter, c'est les stickers. Les stickers qui vont apparaître dans Analogie. Donc, les deux étiquettes qui seront apposées dans Trello vont permettre l'apparition de stickers en Analogie, qui correspondent donc aux mêmes étiquettes, certificat H, c'est-à-dire certification de la plateforme, et certificat P pour certification éditeur publisher. Donc on a aussi rédigé une définition assez précise des certifications humaines publisher, et on va servir pour la doc EasyPart. Donc elle sera accessible par la suite pour vous permettre de bien comprendre les attributs de ces stickers. Voilà, donc je vais la parole à Dominique. Donc le Trello pour caractériser les plateformes.
donc pour vérifier l'état de chacune des plateformes. Donc là, rapidement, le schéma, le graphique habituel qui nous permet de faire ce suivi. Donc le Trello est interrogé automatiquement tous les jours. Et puis on comptabilise l'état de chacune des plateformes. Ça, c'est les chiffres habituels. Donc on a 275 plateformes recensées. Et puis donc là, on a une petite modification sur le total disponible, puisqu'on a rajouté 2 colonnes qui sont en fin d'étape, enfin c'est les étapes 11 et 12. Donc pour faire le comptage, on considère ce qui est disponible entre 5 et 10. Donc on est à 45% de plateformes disponibles par rapport à ce qui est recensé dans le vivant, dans le actif. On considère comme plateforme active. Voilà. Donc on voit que suite à la création de la colonne 12, donc congélation, on a une variation importante dans le graphique, mais en fait ça va nous permettre de le lire plus facilement à l'avenir. On avait en fait toutes les plateformes qui restaient figées dans les plateformes à faire. En fait, elles ne sont pas vraiment à faire, elles ont été recensées. Mais ça veut dire que même si elles ont été recensées, on n'a pas d'utilisateur qui s'en servent. Voilà. Donc à l'avenir, ce graphique sera plus lisible. Le Trello nous sert à caractériser donc via les étiquettes dont vient de parler Frédéric les plateformes. Donc par défaut, donc on caractérise les organismes, l'abonnement des organismes à ces plateformes. On a notre script qui tourne et qui nous permet de voir pour chaque organisme quelle plateforme, le nombre de plateformes dans chaque colonne, dans chaque état, donc plateforme à faire, etc. Donc ça c'est disponible. Donc là vous voyez, ça nous a demandé une petite modification pour faire le tri entre les étiquettes organismes et les étiquettes qui caractérisent les certifications ou le fait que les plateformes ont des étiquettes. Ensuite, c'est Abdel. Donc, dans le cas des ISTEX, Abdel a travaillé sur la spécialisation de ce script. Donc, je te passe la parole, Abdel, pour nous dire que... Là, c'est spécialisé par rapport à ISTEX. On voit les plateformes étiquetées, les plateformes ISTEX couvertes par rapport à EasyParse sont sur Trello. Pour cela, on a fait un script, le même qu'on a montré avant par rapport à toutes les plateformes, mais là, c'est spécialement par rapport à ISTEX. Script là, il calcule la proportion des plateformes ISTEX dans chaque état sur le Trello. Et il fait le calcul, on a des statistiques, comme on voit ici, sur le Camembert. Il y a pour chaque état, par exemple, dans l'état 2, il y aurait encore d'analyse, on a 3 plateformes ISTEX. Et là, je vais passer l'échelle à Dominique pour qu'il continue sur d'autres statistiques. D'accord. Donc, on voit qu'on utilise donc le Trello pour faire savoir ce qui est traité pour ISTEX. On a aussi travaillé sur l'autre aspect ISTEX, c'est-à-dire, donc là, ce dont a parlé Abdel, c'était les consultations ISTEX, enfin la possibilité de voir les consultations, enfin de faire un tri pour les consultations ISTEX sur les plateformes éditeurs. Mais il y a une plateforme ISTEX qui est interrogeable via l'API ISTEX, qui génère des logs et qu'on peut analyser aussi via EasyParse, donc avec un parseur et un middleware spécifique qui permet d'enrichir avec les données ISTEX, les consultations qui sont spécifiques à l'API. Et donc, on a fait une étude, donc on l'avait fait déjà avant, mais on en parle seulement maintenant. Donc, cette étude a été présentée au COMEX ISTEX, et ça montre que donc on peut
caractériser le type de consultation de l'API ISTEX avec EasyPath. Donc là, cette étude a été faite sur une période du 9 juillet au 26 janvier, hein, c'était les logs dont on disposait. Donc on voit par exemple qu'on a du full text, metadata, etc. Je peux passer. Voilà. On a aussi la possibilité de savoir sur quelle date ça a été consulté, donc par année de publication. Je peux passer. Et puis quels sont les types ou les répartitions, la répartition éditeur de ces consultations. Donc ça veut dire que pour ISTEX, on a les deux aspects, c'est-à-dire qu'on peut voir à la fois les consultations qui passent par les plateformes éditeurs et les consultations qui se font directement sur la plateforme ISTEX. Donc, potentiellement, ça veut dire qu'on pourra agréger ces chiffres puisqu'on aura utilisé le même outil. Voilà l'intérêt. Donc pour ISTEX, si j'ai bien compris ce que Abderrazak a présenté, il manque 2 plateformes pour être complet. Oui, là, ouais, il y en avait 3 qui étaient en cours. Ouais. Ok. Et côté plateforme hébergée Alinist, là, la couverture est complète. Est-ce que vous avez un parseur? Oui, on a un parseur qui regarde les logs. D'accord. Et donc, dans les logs en particulier, il y a l'identifiant ISTEX. Et avec cet identifiant ISTEX, on peut aller réinterroger ISTEX pour enrichir avec le titre, avec des choses. Voilà. D'accord. C'est ce qui nous permet de faire ces graphiques assez parlants. Voilà pour ISTEX. Donc là, je passe la main à Sylvie qui va nous parler donc, de la suite de l'étude pour les doubles clics. Oui, donc la procédure, donc l'étude double clic, c'est une étude qui vous a déjà été présentée plusieurs fois lors de la sprint review numéro 26, et avec toujours la même méthodologie, c'est-à-dire la comparaison du dédoublonnage normal, enfin counter, avec le dédoublonnage, quel que soit le type du document, HTML ou PDF, en faisant varier le temps à 10 secondes ou 30 secondes. Et également avec la comparaison des statistiques des éditeurs. Donc, vous avez ici le graphique que j'avais déjà fait, mais sur un seul titre de la plateforme Séance Directe. Et donc là, je l'ai amélioré, voilà. Donc, j'ai pris tous les titres de la plateforme Séance Directe pour toute l'année 2015 et j'ai rajouté la part HTML et PDF. Donc, je ne sais pas si c'est très visible, mais c'est la différence qui est là. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une légère surévaluation des chiffres EasyPath par rapport à l'éditeur. Alors, est-ce dû au PDF+, je ne sais pas. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le trait de séparation HTML-PDF varie de la même, en fait, ce trait-là varie de la même façon que les variations sur le total. Thomas. Du coup, pardon, ça veut dire que la consultation des PDF ne bouge pas du tout? C'est juste la consultation des HTML qui tend à diminuer avec le... En fait, ça diminue de la même façon. Ça diminue de la même façon. Si on dédoublonne, en fait, il n'y en a pas un qui est éliminé, c'est pas le HTML qui est éliminé, ou le PDF qui est éliminé, en fait, il diminue de la même façon. C'est vrai qu'empiriquement, sans les données EasyParse, en fait, on a tendance à, enfin, notamment sur Sciences Directes, à enlever plutôt le HTML, puisque c'est le HTML qui est servi d'office. Et donc, c'est plutôt justement la hausse du HTML qu'on a envie de corriger. Là, c'est une autre approche qui est assez intéressante aussi, mais qui du coup, donne pas nécessairement des résultats concaténables avec ce qu'on faisait à l'UL, notamment, où on appliquait une pondération basée sur le constat de l'écart entre HTML et PDF chez les autres éditeurs. Là, on a voulu voir ce que ça donnait, pour voir si effectivement il y avait une différence. Vous aviez posé la question la dernière fois. On voit la proportion. Et en mettant la proportion, il n'y a pas de choses significatives qui apparaissent. Mais on voit quand même qu'il y a une baisse. Il y a quand même une baisse quand on dédoublonne sur un temps plus long. Et en fait, là, en 30 secondes, et on pourrait essayer même avec plus, et, parce que
On peut se dire que pour lire un PDF, il faut du temps. Il va nous dire un HTML, donc on pourrait même prendre 60 secondes ou voir d'autres. Et donc Thomas Portier a souligné l'intérêt d'une étude de l'Université de Californie. C'est une étude qui cherche à montrer l'influence de la structure des plateformes d'éditeurs sur l'estimation des usages. Je ne sais pas si tu veux en parler, Thomas. Non, pas spécialement. Enfin, je te laisse continuer. Ça poursuit. Enfin, c'est dans la même lignée que le travail que tu viens de présenter sur les bibliothèques. C'est aussi pour montrer qu'on n'était pas tout seul à se poser la question. Donc, la méthodologie de l'étude repose sur un échantillonnage des consultations, des titres et des plateformes qu'il voulait étudier. Et un point intéressant à cette étude, c'est qu'il montre que le classement des éditeurs varie si on tient compte de l'usage total ou de l'usage PDF. On voit bien les changements. Donc, on a essayé de reproduire ce classement avec les chiffres de toute l'année 2015 du portail SDBJ. Et les différences par rapport à notre étude, c'est que la méthode de comptage se fait sur toutes les consultations et pas que sur un échantillonnage. Et le portail utilisé est celui d'une communauté spécialisée en sciences et techniques de l'ingénieur. Ce serait probablement plus parlant si on faisait cette étude sur une communauté multidisciplinaire, sur les portails par exemple, où l'écart, sur ma petite échelle qu'on voit ici, l'écart serait moins important. Voilà. Et j'ai refait ce même classement sur les 10 titres les plus consultés. Et là également, il n'y a pas une grande différence. Ça ne varie pas beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez reproduire ce type d'étude sur vos données si vous disposez d'un digiparse en utilisant donc, les paramètres que nous avons utilisés. Je repasse la main à Dominique qui va vous parler de la communication. Non, c'est Thomas. Pardon, c'est Thomas. Donc, on a eu la bonne surprise d'être contacté dans un premier temps par Aaron Tay, qui tient un blog qui est assez populaire dans le monde des FCD et de la documentation et de l'information en général. Donc je crois que c'est Yannick et Dominique qui avaient pris ces questions au moment où il a demandé. En fait, il nous a prévenu, non, c'est avec toi qu'il a fait. C'est moi qui l'ai contacté, mais bon, après c'est... Et ensuite, on a assuré le suivi. En gros, on s'est mis d'accord pour qu'il teste le logiciel et qu'il en fasse une recension sur son blog, parce que c'est un blog qui a beaucoup d'audience, notamment dans le monde anglo-saxon. Et il a tenu parole, il a fait une recension qui est très bonne, qui est très complète. Et du coup, ça valait la peine de... Enfin voilà, je tenais à présenter ce résultat-là, parce qu'en termes de communication, c'est quelque chose de très important. Il y a des collègues, pour dire, il y a des collègues français qui sont revenus vers nous en disant c'est bien, maintenant vous êtes reconnus internationalement. Comme si la validation par ce blog-là était le couronnement de tous nos efforts. Alors que c'est vrai que nous, on a ciblé, la communauté internationale, on l'a ciblé depuis longtemps et on voit depuis longtemps des installations aux États-Unis, partout en fait, ailleurs qu'en France aussi. Et voilà, ça vient un peu couronner ce travail-là de diffusion du logiciel. Voilà, je peux passer là-dessus. Donc, bien évidemment, je vous invite à lire le billet qui est très clair. Si vous ne savez pas de quoi EasyParse fait, et que vous souhaitez le lire en anglais de quoi il s'agit, c'est dans le billet blog. Là, du coup, moi, je profite que tu es là pour te laisser la parole sur la présentation que vous avez fait avec Nicolas Camp au RU. Oui, alors bon, il y a 2 universités plus une, en fait, puisqu'ils sont en démarche à Rennes 1 là actuellement également, donc qui s'intéressent
l'injection ou à l'installation conjointe donc de EasyParse et d'Agimus et à l'alimentation d'Agimus par les données EasyParse. Donc, pour rappel, Agimus est un applicatif qui permet de créer des tableaux de bord à partir des traces d'usage en fait sur les différents outils traditionnellement gérés par les directions informatiques ou numériques. C'est-à-dire que Agimus fait fait un travail un petit peu analogue au travail fait par EasyParse sur les ressources numériques, mais côté applicatif type NT, accès Wi-Fi, enfin, ça peut couvrir toutes ces choses-là. Donc il est intéressant en fait d'adopter une logique où on considère que les ressources numériques sont un service numérique parmi d'autres, et donc de réussir à pouvoir mettre les données EasyParse dans les tableaux de bord déjà produits pour Agimus. Donc à l'UL, cette expérimentation est en cours depuis décembre, et donc dans l'intervalle, à Lille 1, donc Nicolas Kahn, qui est un informaticien détaché au SCD, a créé une preuve de concept en fait de la possibilité d'installer conjointement les deux outils et créer donc des tableaux de bord avec les données des deux outils. Donc nous avons fait une présentation commune Agimus EasyParse, donc qui couvrait à la fois les deux produits et leur interaction, donc le tout en un quart d'heure. Aux rencontres université-entreprise, donc c'est un salon dont le thème principal qui présente en fait différents projets en collaboration université-entreprise, ou bien qui traite un petit peu des interactions entre ces deux acteurs-là. Donc là, il paraissait intéressant de montrer, donc dans le cadre d'une thématique plus générale sur la dématérialisation, donc de montrer comment on pouvait créer des tableaux et des indicateurs d'usage de la DocElec qui soient intégrés en fait dans un outil plus général. Donc l'expérience est plutôt positive au total, avec une bonne réception, des questions intéressantes et intéressées. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, tu étais là aussi. Du coup, là, c'était pour faire un point sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur l'utilisation, enfin les installations et donc probablement l'utilisation d'EasyParse partout en fait. Donc d'abord un point sur la France. Donc là j'ai repris le suivi des supports utilisateurs et des installations pour les établissements français. Et ce qu'on constate, c'est un phénomène où on voit revenir des établissements, c'est-à-dire des établissements qui étaient déjà utilisateurs, qui étaient déjà en test. On voit passer des réinstallations de versions récentes. Donc ça, pour moi, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on a touché notre public et on l'a gardé. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et puis avec des dernières installations à Cergy, à Strasbourg, à Poitiers, à la commune Normandie, etc. Donc ça, c'est vous connaissez la France, là en orange, votre idée. En fait, les couleurs c'est juste pour dire dans quel pays il y a des instances d'EasyParse, mais il n'y a pas de nuance de couleurs. Et après, côté installation à l'étranger, ce qu'on voit sur les 2-3 derniers mois, là, c'est à peu près représentatif de ce qu'on voit depuis le début du projet, c'est-à-dire beaucoup d'installations. Enfin, là, il y en a 5, mais c'est depuis le début 2016, donc ça fait un peu plus d'une installation par mois, disons. Donc 5 aux États-Unis, une au Royaume-Uni qu'on commence à toucher. Étonnamment, le Royaume-Uni, jusqu'à très récemment, on avait très peu de collègues qui s'intéressaient à EasyParse. Ça commence à arriver. Et puis, une installation à Singapour. Je l'ai prise en compte parce que d'abord, c'est Singapour. Et ensuite, il y a une installation qui a eu lieu le 30 décembre 2015. Et c'est la preuve que les collègues sont tellement intéressés que probablement, ils prennent sur leur dernier jour de travail, juste avant les fêtes, pour tester le logiciel. Et puis, je l'ai mis en plus petit, mais c'est un truc qui arrive régulièrement aussi. Il y a des installations qui ne sont pas explicitaires.
le suivi là qu'on assure, c'est sur la base de quand on installe EasyParse, il y a une case qui est cochée par défaut qui nous envoie un mail à l'installation. Et ce que moi je reçois comme mail, c'est un tel sous la forme d'une adresse mail a installé une instance d'EasyParse à telle date. Et dans l'adresse mail, soit cette adresse est explicite, donc c'est quelqu'un @université de Singapour.net.org, etc. Ou alors c'est une adresse personnelle. Et là, ça fait partie de ce que j'appelle les installations non explicites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter de quel établissement il s'agit, de quelle zone géographique il s'agit. Néanmoins, ça reste des installations d'instances. Donc on sait juste pas où les raccrocher, mais ça arrive assez régulièrement aussi. Voilà, donc ça c'était un peu pour faire le point sur le fait que EasyParse continue à être installé et que de mon côté et puis avec l'appui de l'équipe ici, on continue à faire du support utilisateur de façon très régulière. Voilà. Quand on décoche la case, il y a une notification que tu reçois quand même? Non, quand on décoche la case, je reçois rien. Prévenir l'équipe, il prévient l'équipe que quand la case est cochée. On n'a pas fait un truc piégeux où ça prévient l'équipe que la personne a décoché la case, mais quand même. C'est une bonne idée. Je réinstalle régulièrement. Non, mais après, quand je vois par exemple Nicolas à Lille 1, il a installé 5 fois EasyParse. Je ne vais pas compter 5 installations. Je compte une installation et ensuite je le vois revenir. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie EasyMesure. Donc vous avez ici le Trello du sprint construit sur le modèle commun au GPI. C'est un Trello qui est inspiré d'Istex ou pour tous les développements propres à EasyMesure. Donc maintenant je vais laisser la main à Yannick qui va nous parler du MVP. Bien. Donc, cool. Il n'y a pas beaucoup de marge. Donc, je vais vous présenter le MVP d'EasyMesure. Donc, je vais rappeler que les objectifs que nous avions, c'était pour ce sprint d'avoir un Elasticsearch et son pendant de visualisation Kibana en place, avec une toute première version de notre API qui permettrait de faire simplement l'insertion d'un fichier typique résultat d'EasyParse, donc un CSV, dans Elasticsearch et qu'on puisse le visualiser par Kibana. Donc, au niveau de l'architecture du MVP, donc ça c'est ce que vous trouvez derrière actuellement la prod et la pré-prod des machines qui sont disponibles depuis l'extérieur de l'INIST. Donc, Elasticsearch et Kibana sont des applications dockerisées. Ce sera bientôt le cas également d'EasyMesure, vu qu'on essaie de faire du full Docker. Comment je dirais, Actuellement, avec le Kibana qui est accessible de l'extérieur. Voilà, actuellement, juste le Kibana est accessible depuis l'extérieur. On ne peut pas utiliser l'API sur la pré-prod ou sur la prod pour pouvoir ajouter d'autres logs. Typiquement, il faut qu'on le fasse en interne. Ce sera quelque chose qui sera possible plus tard. Donc, voilà. Donc, EasyMesure a maintenant son dépôt GitHub. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour tester. Voilà, c'est une doc tout à fait complète. Nous avons les docs, les routes actuellement disponibles sont listées ici. Que je revienne ici. Voilà. Ça y est, je me suis encore perdu. Superbe. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment que ça marche. Alors, comme pour les tout débuts d'EasyParse, ça va être un peu brut de décoffrage. Il va y avoir surtout de la ligne de commande. Mais je vous rassure, il y aura plein de beaux graphiques à la fin. Mais c'est pas moi qui vous les montrerai. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de se connecter. Est-ce qu'il y a un petit ça?
Mon Dieu. Ça va être dur de meubler entre temps. J'ai cliqué. Ok, d'accord. C'est pas grave, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je vous demande de me croire quand je vous dis que ça marche. Ce sera plus simple de vous montrer ça comme ça. Alors, toc, 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 toc. Alors, Ça fait une vidéo de toi en Ouais, train de taper des tout à commandes. fait, tout à fait. Par contre, c'est pas très visible. Moi, ça évite pas les effets des mots. Ah, on a, Effectivement. on a insisté à cause de l'effet des mots. Voilà. C'est raté. Donc quand on installe un Easy Measure, typiquement à partir du Debug GitHub, la première chose à faire, c'est qu'il y a un dossier à l'intérieur qui s'appelle Docker et qui permet de lancer l'Elasticsearch et le Kibana. C'est ce qui se fait ici avec juste une petite, on utilise Docker Compose en l'occurrence, qui est un logiciel qui permet de faire simplement des liens entre plusieurs containers Docker. Donc de cette manière, on démarre un Kibana, un Elasticsearch. Comme ça, Easy Measure va pouvoir les utiliser. Et ensuite, une simple commande de npm start. Et ça nous démarre notre Easy Measure. Actuellement, c'est pas plus difficile que ça de lancer un Easy Measure qui fonctionne. Hop. Et hop. Ensuite, pour l'utilisation d'Easy Measure, hop, là, non, arrête-toi mon gros. Pour l'envoi de log, donc on a une route, on fait un post sur /log/ le nom de l'organisation. Bon, en l'occurrence, c'est un nom complètement, il n'y a pas vraiment de norme à l'heure actuelle. Typiquement, là, j'envoie un fichier que j'ai appelé cd.csv qui contient des lignes de log EasyParse. Et je l'ai mis avec le nom d'organisation FED. Bon. Là. Et l'application renvoie le nombre de lignes qu'elle a lues, qui ne correspond pas forcément au nombre total inséré, comme on peut le voir justement juste après. Si on fait un get justement sur /logs, il va nous renvoyer la liste des indices, la liste des index, des collections de ces, on va dire ça plutôt comme ça, avec le nombre d'événements de consultation qui sont à l'intérieur. Je vais parler d'événements de consultation. Donc voilà, dans ce cas-là, on voit du coup qu'il nous a inséré à peu près autant de lignes qu'il en a lu. La petite différence s'explique par des petits problèmes de type de champ dans Elasticsearch. Bref, on n'a pas encore le contrôle total là-dessus. On tâchera d'améliorer ça pour le prochain script. Et la troisième route implémentée actuellement est le pendant du post, le delete sur logs et le nom de la... On va partir lui ? Tant pis. Et le nom de l'organisation qui permet de supprimer les éléments de consultation, d'une organisation particulière. Voilà, et si on refait un get après, on voit qu'il n'y en a plus. Donc actuellement, voilà, c'est comme ça, c'est le truc de décoffrage. On va tâcher, la prochaine étape, ce sera bien sûr de faire, de rendre ça plus facile d'utilisation avec un front disponible dans un navigateur web. Hop là. Et donc derrière ça, une fois qu'on a rajouté des EC dans notre Elasticsearch, on va pouvoir les regarder et avoir de magnifiques graphiques. Et pour ça, je vais laisser mes excellents graphistes vous éblouir. Donc voilà, après tout ce qu'on ne voit pas, on va regarder le premier tableau dans Kibana. Donc c'est la version 4 de Kibana. Et donc on a créé donc un dashboard qui est ici, qui est par défaut.
Et donc avec plusieurs éléments de consultation. Et donc par la suite, donc ce dashboard, il pourra y en avoir d'autres et on en reparlera dans les prochaines sprints. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on arrive bien sur la pré-prod directement. Voilà, donc le premier dashboard, le tableau de bord. Donc on voit différentes choses, comme par exemple des métriques. On voit qu'il y a 6 mois de C de bibliovie limite qui ont été rentrés, donc 34 plateformes. Et on peut consulter, voir des consultations journalières. Donc c'est bien sûr c'est dynamique comme visualisation. On peut regarder chaque journée. On a fait aussi donc le MIME, donc PDF, HTML. Donc on se rend compte aussi que si par exemple on veut garder l'HTML, il suffit de cliquer dessus et il va garder que les HTML. Voilà. On peut supprimer à nouveau ici. C'est des petits filtres qu'on peut en mettre plusieurs. On peut choisir par exemple la plateforme. En direct, voilà, et là on n'a que les HTML de Sciences Directes. Et ces petits filtres, on peut les supprimer. Donc ce dashboard, on vous en reparlera dans une prochaine sprint, mais vraiment il est modulable, on peut en créer d'autres, on peut les modifier. On peut voir aussi, bien sûr, toutes les recherches par défaut, les EC. Et on a aussi par défaut une visualisation, une géolocalisation en visualisation. On peut faire des formules de calcul. Là, on parle des champs qui sont dans les fichiers. On peut faire des calculs après, indicateurs. Pour l'instant, on ne maîtrise pas suffisamment Kibana pour répondre à la question. On peut cumuler des filtres. Pour faire des calculs, je pense qu'il faudra le paramétrer au niveau d'Elasticsearch, au moment de l'insertion ou des choses comme ça. Mais potentiellement, je pense qu'on doit pouvoir faire pas mal de choses. Mais c'est sûr que ça sera pas l'équivalent, on va pas avoir l'équivalent complet d'un VisualQ par exemple. Je pense pas. Je pense pas que ce soit beaucoup de calculs en visualisation, avec effectivement la possibilité de filtrer des choses, mais pas de faire du calcul au sens des sommes, des moyennes, enfin, des enfants, a priori, je ne pense pas qu'on utilise ce type d'analyse à faire confirmer par des gens spécialistes plus loin. Kibana, c'est pour la visualisation. Et en fait, si calcul il y avait, ça serait plutôt au niveau d'Elasticsearch. Et ces calculs-là, ce serait au moment où on insère les données, c'est-à-dire que quand on utilise l'API. En fait. On va pas les faire en temps réel. Voilà. Mais ce qui serait intéressant, par contre, c'est de voir avec toi et puis aussi avec nos utilisateurs, avec les établissements pilotes, s'il y a des calculs standards qu'on peut proposer, pour voir aussi, enfin au fur et à mesure de sprint, mais pour voir si on peut intégrer des trucs comme ça et à quel endroit ça se fait en fait. Et il faudra prévoir à ce moment-là une passerelle avec EasyGenus. Oui, aussi. Puisque c'est le même outil, je pense qu'il y a des compétences ou des formules qui peuvent être directement transférées de l'un à l'autre. C'est vrai que là, Kibana, c'est tout, pour nous, c'est tout neuf. Et du coup, il y a des réponses, il y a vraiment des questions auxquelles on ne peut pas répondre par ignorance pour l'instant. C'est vraiment une découverte. Ouais. Mais là, c'est vous qui avez créé tous ces petits widgets qu'on voit s'afficher. Oui. Et on voulait en parler plus la prochaine fois parce qu'en fait, sinon on va rentrer vraiment dans les détails. Mais il y a 3 étapes. À partir de la recherche, la visualisation, on peut créer des visualisations. On peut créer son dashboard avec le choix de ces visualisations qui peuvent être aussi modifiées, filtrées. C'est vraiment exponentiel.
on se rend compte que c'est un outil très puissant. Mais c'est pour dire que ce que Yannick a montré tout à l'heure, le versement des données permet, on y a du coup directement accès via un outil comme ça, et que très rapidement, on a la main sur comment on affiche ces données, etc. C'est très intéressant. Après, c'est vrai qu'on en parlera plus en détail, voir aussi avec nos utilisateurs qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Donc là, l'objectif du MVP, c'était ça, c'était de montrer qu'on pouvait, l'ensemble de la chaîne, des premiers éléments de l'ensemble de la chaîne, avec une première visualisation. On a repris des graphiques qu'on avait déjà montrés, hein, exprès pour dire qu'on refait le même type de visualisation, mais on aurait pu aller plus loin et puis faire d'autres choses. Mais c'était pas le but du MVP. Non, mais enfin, le truc, ce qui est très encourageant, c'est que très rapidement, on arrive à reproduire des visualisations sans tellement d'efforts. Dès que les données sont là et qu'on a la couche Kibana, en fait, c'est presque ça vient tout seul. Quoi. Oui, instantané. Enfin, instantané, je dirais pas, mais Alors, on a quand même 6 mois de date. Ouais. C'est quand même beaucoup. Ah oui, non. Instantané dans le sens de la mise en forme. Une fois que tu as créé tes dashboards, la récupération et la mise en forme des données est instantanée. Par contre, la création des dashboards, c'est assez simplifié. Oui. Mais ça reste en plusieurs étapes et c'est vraiment. Il y a des modèles qu'on peut se créer et qu'on peut sauvegarder à chaque fois. Et bien voilà, c'est un sprint un peu long, mais on avait beaucoup de choses à vous dire. D'ailleurs, vous avez l'avantage des prochaines revues de sprint. Donc, le 26 mai et le 15 juin, et le comité technique le 16 juin. Je passe aux questions, si vous voulez. Vous en avez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah bah, cette fois-ci ça marche. Bonjour, tout à l'heure j'ai pas pu dire bonjour, Thierry Arena. Je voulais savoir si dans les prochaines revues de sprint, il allait être testé sur les derniers outils qu'on a vus là, le fait d'avoir des logs qui viennent de plusieurs établissements, pour voir un petit peu ce que ça peut donner en fait aussi après en termes non pas de filtre sur les événements de consultation, mais plutôt sur les consultants entre guillemets, c'est-à-dire voilà par exemple des UMR. Alors oui, tout à fait. Ça va être une des. Enfin, ça sera le thème d'un sprint, d'un prochain sprint. Alors moi, j'avais dans l'idée de proposer ça à la planning de cet après-midi. Pour moi, il y a deux options. Soit, effectivement, on fait on s'oriente vers qu'est-ce que ça donne avec plusieurs établissements. Soit, on s'oriente vers l'option de on sécurise l'accès. Parce que, même si là, on a montré des données qui étaient anonymisées, je pense qu'assez rapidement, on va se poser la question de la visibilité des données, etc. Donc, voilà. Pour moi, c'est les deux orientations que je vais proposer, enfin, qu'on va proposer cet après-midi. Et bon, je ne sais pas quel choix on fera. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir tester avec d'autres organismes, il faut des données de ces autres organismes et ça vienne assez rapidement si on veut pouvoir travailler. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'ai plutôt l'impression qu'on va travailler sur la sécurisation de l'API en mettant devant un frontal. Et puis, une fois qu'on sera bien sécurisé, on testera avec des données d'autres organismes. Comme ça, on sera sûr que il n'y a pas de souci d'un point de vue visualisation. Ok, merci. Ça nous laisse le temps de mobiliser les établissements justement. Voilà. Dans la démarche. Mais la question est ouverte. Si vous êtes pressé et que vous avez des données à nous soumettre pour voir ce que ça donne, nous on est ouvert. Voilà. Ok. D'autres questions?
Sinon, par rapport à à l'étude double-clic, ça vous a parlé, par rapport au classement des plateformes sur les consultations HTML, PDF, vous êtes déçus, vous êtes... On pourrait le revoir. Parce qu'en fait, on a fait... Alors moi, l'idée que j'ai là, c'est que... Est-ce que tu pourrais remettre la slide sur... pendant qu'on en parle? Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, nous, c'est que... Alors là, on a peut-être choisi un portail un peu spécialisé, ce qui fait que les écarts entre les plateformes sont relativement importants. Donc, du coup, quand on dédoublonne entre les HTML et PDF, avec le même type, on n'a pas forcément de gros bouleversements dans les classements. Mais peut-être que chez d'autres, dans d'autres universités, dans des universités, peut-être que ça change. Pour ceux qui se posent des questions justement sur le fait que leur consultation serait peut-être surévaluée, peut-être que en utilisant nos paramétrages avec EasyParse, il y aura peut-être des résultats plus... Ouais, et puis les classements, là, ils sont faits en fonction de quoi, en fait? Oui, si à chaque fois, c'est un classement en valeur absolue. Oui. Parce que c'est vrai que là, en fait, je sais pas si je prends les deux premières lignes, donc Sciences Directes, 10 secondes et 60 secondes, on a quand même une perte donc de 20 000 événements de consultation. Bon, sur 132 000, donc voilà, ça fait quoi? Ça fait du 15% peut-être. Alors que sur le deuxième, on a une perte qui est très faible. Quoi? Sur Association for Computing Machinery, Quoi? on passe de... Oui, ben vas-y. Non, ou bien... C'est grave. Ah non, c'est pas grave. C'est grave. Les espèces de plantes qui ont des longues feuilles comme ça en plein milieu, en bas. Là. Il y a un endroit où elles sont... Bon, j'arrive avant que tu coupes. Allô? Oui, on avait un peu... Ouais, c'est pas... Et donc, oui, 23 384 par rapport à 23 436, voilà, il y a quasiment pas de différence. Ah, oui. Il faudrait peut-être le calculer en pourcentage, quoi. Et en gros, combien, enfin, à moins que je me rappelle plus et que je sache plus ce que veut dire DCM 30 secondes. Mais voilà, en fait, on a l'impression que sur ACM, les gens restent plus longtemps que sur Sciences Directes. Voilà, alors, on n'a pas poussé l'analyse très loin, on a juste essayé de reproduire la méthodologie qui avait été utilisée dans l'article qui nous paraissait intéressant, pour voir si on avait le même type de changement dans les classements. Et c'est vrai qu'on pourrait regarder... Oui, parce que en fait là, c'est indépendant du HTML et PDF, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc... on peut varier le temps. En fait, de mémoire, dans l'étude, ils font un classement HTML plus PDF et un classement que PDF. Et ça modifie beaucoup. Ouais. Et là, ce que vous avez fait, c'est un classement tout type confondu, avec ou sans dédoublonnage mixte. Voilà. Ce qu'on a repris, c'est voir si ça bouleversait le classement. Bah, ouais. Pour le premier graphique là, que tu nous as montré, Sylvie, avec les colonnes, là, ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est est-ce que la part des PDF reste stable, ou est-ce qu'elle baisse aussi, ou est-ce que c'est que le HTML qui baisse? C'est ça que j'arrive pas trop à voir. En fait, ça baisse de la même façon. Mais les deux baissent pas en même temps. Ou bien sûr. En fait, on n'a pas fait. C'est ça qu'on pourrait avoir le taux de. Ce qu'il faudrait, c'est faire ce que tu voudrais, le taux de la courbe, en fait. Le taux de baisse que HTML et le taux de baisse que PDF. Parce que là, juste à l'œil, on dirait que la barre des PDF, elle est égale, elle est juste plus ou moins haute à cause de la baisse du HTML. Peut-être en reproduisant ce graphique, mais en mettant toutes les colonnes à 100%. Une vidéo que pas mal de faire. On visualisera tout de suite, en fait. Oui, en fait, tu as raison, Thomas. On a l'impression que... Oui, enfin, à l'œil, mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire les deux graphiques avec une base à 0 pour HTML et une base à 0 pour PDF. En gardant les deux... Ça va être possible. Oui, ouais. J'ai conscience qu'à chaque fois qu'on parle de ce truc-là, je vous redonne du boulot pour le mois d'après.
Parce qu'en fait, le dédoublonnage, pour nous, quand on fait du doublonnage mixte, on le fait dans les deux sens. On fait que ce soit du HTML vers le PDF ou du PDF vers le HTML. Mais on a la sensation que ce qui va baisser quand on fait du dédoublonnage mixte, c'est quand même la part des HTML. Ce qui a l'air d'être le cas quand on regarde que la partie basse. Là. Et du coup, je voudrais voir, moi, si ça a une influence sur le PDF. Pas tellement, en fait. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant. Enfin, moi, j'avais vu que l'article était sorti, mais je l'avais pas lu. Et c'est vrai que cette idée de pouvoir faire varier les temps de... En fait, c'est les temps de consultation, hein, pour ainsi dire. Ouais. Et ça, je pense que c'est super intéressant en termes d'analyse des pratiques dans les différentes communautés disciplinaires, quoi. Oui. Et tu as peut-être une idée, Thierry, à qui on pourrait s'adresser pour mener des études plus complètes là-dessus, une équipe de recherche ou quoi, qui serait intéressée pour mener ce genre d'études de façon, soit pour une discipline en particulier, soit pour... Il y avait Sherifa qui travaillait là-dessus, mais je sais pas si elle est encore sur ce type de travail. Sherifa Boukassem à Lyon. Elle est à Lyon maintenant. Bah, tu dois la connaître, enfin vous devez la connaître forcément. Tous là, autant que vous êtes. Et à part elle, je sais pas, mais parce que juste toujours pour rester sur ce point, en fait, oui, quand on dit un événement de consultation est encore actif au bout de 60 secondes, ça veut dire que voilà, le gars a pas fermé son onglet de navigateur, quoi, ou il a pas fermé son PDF si c'était un PDF. Non, en fait, il est passé de la version HTML d'un article à au même article en version PDF dans une fenêtre de moins de 30 ou 60 secondes. D'accord. Ah oui, ok. Donc nous, on a ce qu'on appelle un identifiant d'unité qui caractérise une ressource documentaire, un article, et on dédoublonne sans tenir compte de la nature, quoi, est-ce que c'est un HTML ou est-ce que c'est un PDF. Ouais. Ok, donc on a une piste. Pour les consultations du texte, est-ce que c'est possible de connaître en termes de type Oui. Istex, on a la maîtrise complète. En fait, on a un middleware qui peut aller, à partir de l'identifiant, réinterroger Stex. Ça dépend de ce qu'on entend par les consultations de texte. Comme Dominique l'a dit, il y a les ressources pour les disponibles sur les plateformes d'éditeurs qui nécessitent directement une datation, tout ça, et les enrichissements de type API française. Donc là, je ne sais pas si effectivement, mais je pense que dans ton sens, il faudrait faire un EGTM des gens qui savent pas. En ce qui concerne notre scope, c'est différent. La plateforme, on maîtrise quasiment tout de A à Z. Donc, y compris si tu mets l'ensemble des données qui sont dans les métadonnées, alors peut-être qu'on réinterroge grâce à l'identification. Effectivement, on réinterroge la métadonnée, on va voir qui est dans Pour l'instant, alors, on n'a pas encore la fonctionnalité, mais on pourrait envisager d'avoir une fonctionnalité qui dit qui stoppe la consultation, disant que c'est une consultation qui rentre dans Istex, dans les résultats IPA. Et après, potentiellement, c'est-à-dire que le reste. Dans les résultats IPA. Dans les résultats IPA. Donc, oui, dans les consultations, à partir de l'info qui est tagué dans le flow. On n'a pas la fonctionnalité disponible tout de suite, mais on a la maîtrise des éléments qui permettent de... Sur les consultations plateforme ici,
à tous pour les questions et pour la présence. On vous donne donc rendez-vous le 26 mai. Le 26 mai pour la prochaine revue de sprint. Merci. Merci, au revoir à tous. Bon appétit. Merci.